Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les exercices d'application sur la réponse immunitaire et ses principaux effecteurs cellulaires et immoraux. La première question. Donnez les deux piliers du mécanisme de défense et les caractéristiques de chaque pilier. On a la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. Concernant les caractéristiques de la réponse immunitaire innée, elle est naturelle, non spécifique de l'antigène, immédiate, peu discriminante, sans mémoire immunologique et constitue la première ligne de défense. À propos de la réponse immunitaire adaptative, elle est spécifique de l'antigène, tardive, discriminante, c'est-à-dire peut distinguer entre des types des antigènes avec une mémoire immunologique. C'était les 7 mécanismes de défense. Il existe 7 mécanismes de défense qui sont les barrières physiques comme la peau et les muqueuses, chimiques comme le mucus, bactériologiques, c'est la microbiote, la flore intestinale. Deuxième mécanisme, la phagocytose innée est dépendante d'opsonine en cas d'un antigène opsonisé par les anticorps ou par les molécules C3b du complément. Donc, les opsonines majeures sont les immunoglobulines G et les molécules C3b du complément, c'est pour faciliter la phagocytose. Troisième mécanisme, la cytotoxicité avec les différents types, soit naturelle ou dépendante d'anticorps, la DCC, ou dépendante du complément, CDC. L'activation du système complément par les 3 voies, la sécrétion des cytokines. Parmi les cytokines, on a les chimiokines, les interleukines, les interférons, la production d'anticorps et la régulation négative de la réponse immune. On va citer les 7 principaux groupes fonctionnels de cellules immunitaires. Donc, les cellules immunitaires sont classées en 7 groupes. Premier groupe, les phagocytes, les monocytes macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les cellules présentatrices d'antigènes professionnels, macrophages, cellules dendritiques, surtout les cellules interdigitées, et les lymphocytes B. Les cellules cytotoxiques, les cellules auxiliaires, surtout LTCD4+, TH1 et TH2, les cellules productrices d'anticorps, les lymphocytes B, les cellules suppressives ou régulatrices, les lymphocytes T régulateurs, et les cellules accessoires, comme les plaquettes, les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, qui, sous certains stimuli, peuvent être impliquées et participer à la réponse immune. Donner les effecteurs cellulaires et hémoraux de la réponse immunitaire innée. On commence par les effecteurs cellulaires de l'immunité innée qui sont les granulocytes, les monocytes et les macrophages, les cellules dendritiques proprement dites surtout, les cellules tueuses naturelles et les lymphocytes B1. Les effecteurs hémoraux de la réponse immunitaire innée sont le complément, surtout par la voie alterne et la voie dialectine, parce que l'activation de la voie classique du complément se fait par les complexes humains et généralement les complexes humains se forment dans l'immunité adaptative après la production des immunoglobulines. Mais bien sûr, les lymphocytes B1 peuvent produire des IgM naturels qui peuvent activer le complément par la voie classique, mais avec une moindre efficacité. On a les IgM naturels et les cytokines pro-inflammatoires, sachant que le TNF-alpha est la première cytokine produite au cours de l'inflammation. Et cette cytokine permet l'activation des autres cellules immunitaires qui vont produire d'autres cytokines. Voilà. Donner les principales fonctions assurées par ces cellules. Ici, les polynucléaires neutrophiles sont impliqués dans la défense antimicrobienne, les polynucléaires eosinophiles, surtout la défense antiparasitaire et quelques réactions d'hypersensibilité, et les polynucléaires basophiles dans les hypersensibilités immédiates, c'est-à-dire l'allergie. Concernant les macrophages, on va donner une description morphologique de ces cellules.
Voilà la structure du macrophage. Donc, ce sont des cellules mononucléées de grande taille, ayant un seul noyau en fer à cheval, comme vous voyez. De nombreuses granulations cytoplasmiques, lysosomales et phagolysosomes, et de plusieurs mitochondries. Question suivante, on va donner le nom de la cellule immature de macrophage, les différentes sous-populations de cette cellule et les différences entre elles. Donc, quelle est la cellule la plus immature de macrophage? Ce sont les monocytes. Donc, les monocytes sont les cellules immatures des macrophages qui, lorsqu'ils quittent la circulation sanguine, s'évoluent en macrophages dans les tissus conjonctifs et en microgliocytes dans le système nerveux central. Sur la base de leur niveau d'expression de CD14, ils peuvent être définis en trois sous-populations. On a les monocytes classiques qui expriment fortement le CD14, avec le CD16 bien sûr, constituent les monocytes les plus majoritaires, de 80 à 90% des monocytes, et sont classiquement recrutés dans les sites de l'inflammation. Les monocytes résidents, CD14+, CD16+, c'est la sous-population la plus mature, et les monocytes patrouillants qui n'expriment pas le CD14. Les trois sous-populations diffèrent par leurs propriétés migratoires et leur source cellulaire. Citez les deux types de macrophages, les stimuli impliqués et les fonctions assurées par chaque type. On a du type de macrophages, les macrophages du type M1 et les macrophages du type M2. Concernant les macrophages du type M1, les stimuli inducteurs sont les agents pathogènes intracellulaires, les lipopolysaccharides, les cytokines du type Th1 et d'autres facteurs. Les caractéristiques phénotypiques, généralement les M1 expriment fortement le CD86, CD80, le CD64, le HLA-DR et peu de CD206. Ces cellules sont impliquées surtout dans les réactions pro-inflammatoires par la sécrétion de cytokines inflammatoires et la production d'oxyde nitrique, qui est un mécanisme efficace de destruction des agents pathogènes. Les macrophages du type M2. Les stimuli inducteurs, les cellules fongiques, les parasites, les complexes humains, le complément, les cellules apoptotiques et les cytokines. Concernant les caractéristiques phénotypiques, les M2 ont un phénotype inverse de celui de M1, expriment fortement le CD206 et faiblement le CD86. Ce sont des cellules anti-inflammatoires, donc elles vont exercer des effets anti-inflammatoires, favorisent les réponses anti-AH2, interviennent dans l'immunorégulation, promeuvent la réparation et la reconstitution des tissus. Donc voilà comment se fait la différenciation en deux types de macrophages en fonction des cytokines bien sûr, et chaque type est doué d'une fonction différente de l'autre. Décrire brièvement les étapes de la phagocytose en cas de bactéries non opsonalisées. Donc, tout d'abord, la bactérie se lie au macrophage. Donc, le macrophage reconnaît les pompes par les TLR. Les pompes, ce sont les motifs associés aux agents pathogènes. Quels que soient bactéries, virus, parasites, allergènes, expriment ces motifs à la surface. Les TLR, ce sont des récepteurs qui appartiennent à la famille des PRR, qui sont des récepteurs reconnaissant les pompes sans spécificité antigénique, ne sont pas spécifiques de l'antigène. Ce sont des récepteurs de la réponse immunitaire innée. Deuxième étape, l'émission des pseudopodes qui entourent le microbe, comme vous voyez. Endocytose de la bactérie et la formation du phagosome. Fusion phagosome-lysosome, formation du phago-lysosome. Destruction de la bactérie par les enzymes lysosomales et les formes réactives de l'oxygène. Et l'expulsion de bactéries, des débris. Pour résumer, on a 4 étapes: adhésion, ingestion, digestion et expulsion. En cas de bactérie opsonisée maintenant, la bactérie est opsonisée par les protéines du complément, C3b ici, CRP, d'accord, c'est-à-dire normalement immunoglobuline qui va se fixer sur la bactérie. Et bien sûr, le macrophage exprime les récepteurs pour les immunoglobulines, pour le complément, et donc la bactérie opsonisée va se fixer sur le macrophage et
Les autres étapes sont communes et finalement, on finit par l'élimination du bactérie. Sauf si parfois il y aura des mécanismes d'échappement, bien sûr. Donnez les deux catégories des cellules dendritiques maintenant et les principales différences. Donc, les cellules dendritiques, ce sont des cellules à aspect dendritique qui expriment des dendrites à la surface, qui facilitent la capture de l'antigène et l'ingestion de l'antigène, l'apprêtement et puis le présenter dans la cavité des molécules CMH ou lymphocytes naïfs. Voilà. Concernant les deux catégories des cellules dendritiques, on a les cellules dendritiques proprement dites et les CDF. Les cellules dendritiques proprement dites sont d'origine hématopoïétique, appartiennent à la lignée myéloïde, sont phagocytaires et qui sont présents dans plusieurs sites. Les CDF ne sont pas d'origine hématopoïétique, ne sont pas phagocytaires et qui sont présents dans les follicules lymphoïdes, dans la zone corticale de ganglion lymphoïde ou bien de n'importe quel organe lymphoïde périphérique. C'est au niveau de follicules lymphoïdes qui vont assurer la sélection des LB matures de forte affinité. D'accord? On va donner maintenant les deux sous-populations des cellules dendritiques proprement dites, donc les cellules dendritiques myéloïdes et les cellules dendritiques plasmacytoïdes ou lymphoïdes qui ont une ressemblance morphologique avec les plasmacytes. Donc les cellules dendritiques myéloïdes sont les cellules dendritiques interstitielles au niveau de la peau et les cellules de Langerhans aussi. Question suivante. Citez trois caractéristiques des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques n'ont pas de marqueurs phénotypiques spécifiques communs. Les cellules dendritiques sont très hétérogènes. Les cellules dendritiques sont caractérisées par une forte plasticité phénotypique, c'est la capacité de changement du phénotype selon l'activité et la localisation, mais aussi selon l'état, immature ou bien mature. Voilà, donc on va donner les deux états dans lesquels se trouvent les cellules dendritiques et les principales caractéristiques fonctionnelles de chaque état. On a les cellules dendritiques immatures et les cellules dendritiques à l'état mature. Donc les cellules dendritiques immatures, comme la cellule de Langerhans, qui sont des cellules sentinelles présentes dans l'épiderme, ont une forte capacité de capture antigénique qui exprime faiblement les molécules CMH2 et les molécules de costimulation, donc une faible capacité de présentation antigénique. Par contre, les cellules dendritiques matures sont des cellules présentatrices d'antigènes professionnels, comme les cellules interdigitées au niveau de la zone paracorticale des organes lymphoïdes périphériques, ayant une faible capacité de capture antigénique, mais qui sont caractérisées par une forte expression de molécules de costimulation et de CMH2. Et donc, ces cellules sont présentes dans les organes lymphoïdes périphériques, comme j'ai mentionné, plus précisément dans la zone paracorticale. Voilà donc comment se fait la maturation des cellules dendritiques. Ici, on a la cellule dendritique immature qui exprime moins de dendrites, qui exprime moins de molécules de CMH2, qui n'exprime pas les molécules de costimulation, mais une fois elle capte l'antigène, elle va migrer par voie lymphatique ou par voie sanguine vers les organes lymphoïdes périphériques. Si par la voie lymphatique, donc elle va migrer vers le ganglion lymphatique. Si elle va migrer par voie sanguine, elle va être donc dans la rate. Donc une fois la cellule dendritique est arrivée au sein d'organes lymphoïdes périphériques, elle va exprimer plus de dendrites à sa surface, elle va exprimer plus de CMH2 et plus de molécules de costimulation. D'accord? Voilà, et donc ici sont caractérisées ces cellules par une forte capacité de présentation antigénique. On va s'intéresser maintenant aux INCA. On va décrire brièvement le mécanisme cytotoxique médié par les INCA en détail. On décrit brièvement, d'accord? C'est-à-dire en présence de soi normal et en l'absence du soi normal. Donc en présence de soi normal, c'est-à-dire les cellules sont normales. Les INCA détectent la présence des molécules CMH1 à la surface de la cellule par leur récepteur inhibiteur, qui est le KIR
L'interaction ligand-récepteur active les ITIN qui transmettent un signal inhibiteur dans la cellule NK, induisant l'inhibition de l'activité de cette cellule. Si la cellule normale est infectée par un virus ou modifiée, exemple cellule tumorale, la cellule modifiée perd le soin immunologique et devient un soin anormal. Dans ce cas, la cellule modifiée diminue l'expression des molécules CMH1 à sa surface et exprime un ligand qui active les CAR, qui sont les récepteurs activateurs des NK, ce qui transmet un signal activateur dans la cellule NK, provoquant sa dégranulation. Sachant que la cellule NK est riche en perforine et coenzyme, et une fois activée, elle se dégranule, libérant ces substances cytotoxiques. Les perforines perforent la membrane de la cellule cible et les coenzymes activent les caspases qui déclenchent l'apoptose. C'est la cytotoxicité naturelle par la voie perforine-coenzyme. Les NK expriment un récepteur pour le fragment FC d'immunoglobuline G, qui est le CDC, qui est exprimé aussi par les macrophages, et donc sont doués d'ADCC. Voilà en fait les cellules NK avec les différents récepteurs activateurs et inhibiteurs et bien sûr les récepteurs des cytokines. Donner les deux types ou bien les deux phénotypes de cellules NK et les principales différences selon le niveau d'expression de CD56. Ici, les NK, CD56 height, CD16 plus ou moins, qui sont généralement un phénotype minoritaire des NK doués d'une faible activité cytotoxique mais forte sécrétion de cytokines et qui sont fréquemment présents dans les tissus lymphoïdes. Au contraire, les NK CD56, pour essayer de dire faiblement, ces cellules expriment le CD56, voilà, mais expriment fortement le CD16. C'est le phénotype majoritaire des cellules NK avec un pourcentage de 85 et allant jusqu'à 90%, doués de forte activité cytotoxique et une faible production cytokinique et qui sont fréquemment présents dans le sang périphérique. Voilà en fait le rôle des cellules NK qui vont produire plusieurs types de cytokines qui amplifient la réaction inflammatoire, mais aussi l'immunité adaptative, lymphocytes et tout, mais aussi ces cellules peuvent être utilisées dans la thérapie cellulaire, qui sont les NK CAR-T, et qui sont des lymphocytes naturels génétiquement modifiés pour cibler des antigènes spécifiques situés à la surface des cellules cancéreuses. C'est un axe de recherche en immunothérapie et cette approche semble présenter moins d'effets secondaires indésirables que le traitement par les lymphocytes CAR. Passons maintenant vers les lymphocytes. Lymphocyte CD8+, lymphocyte B, lymphocyte T-reg, lymphocyte CD4+, et Rho en fait. C'est pour aider les autres cellules. Voilà, donc on va citer les principales différences phénotypiques et fonctionnelles entre les deux sous-populations des LT. On a deux sous-populations des lymphocytes T, les lymphocytes T helper et les lymphocytes T cytotoxiques. Pour les lymphocytes T helper qui expriment bien sûr un TCR alpha-bêta, CD3, et le CD4+, qui est un marqueur spécifique de cette sous-population. Ces cellules se différencient en 4 états fonctionnels, TH1, TH2, TH17 ou TR. Bien sûr, l'un des 4 états est présent. Ce n'est pas les 4 ensemble. Parce que une fois TH1 est là, les autres sont inhibés, d'accord? C'est ça en fait. Ce n'est pas les 4 ensemble. Ces cellules helper sécrètent les cytokines qui amplifient l'activation d'autres cellules immunitaires. Pour les lymphocytes cytotoxiques, le marqueur spécifique de cette sous-population est le CD8, se différencie en 2 états fonctionnels, TC1 et TC2, sécrètent des substances cytotoxiques et induisent la lyse des cellules cibles, c'est-à-dire les cellules infectées par un virus ou les cellules modifiées comme les cellules tumorales. Citez les principales cytokines produites par les différents états fonctionnels des lymphocytes TH et les principaux rôles.
On commence par les TH1 qui produisent l'interleukine 2 et l'interféron gamma impliqués dans l'amplification de la réponse cellulaire. On a les TH2 qui produisent l'interleukine 4, 5, 10, 13, amplifier la réponse humorale. Les TH17 qui produisent l'interleukine 17, l'interleukine 21 et l'interleukine 23, amplifiant la réponse antifongique. Et les lymphocytes T régulateurs qui produisent l'interleukine 10 et le TGF-bêta pour inhiber la réponse immune. Définir la synapse immunologique, déduire les 3 signaux impliqués dans la coopération cellulaire et donner la conséquence de l'absence de ce signal. La synapse immunologique est une surface de contact entre une cellule présentatrice d'antigènes et un lymphocyte T, mettant en jeu 2 signaux activateurs et un signal de différenciation. Voilà la synapse. Les 3 signaux impliqués sont le premier signal, complexe peptide CMH et le TCR. Le second signal, les molécules de costimulation, la famille B7 et les molécules d'adhésion. Les molécules de costimulation sont le CD80 et le CD86 exprimés à la surface d'une cellule présentatrice d'antigènes. Leurs ligands respectifs, c'est le CD28 à la surface du lymphocyte T. Le CD40 et le CD40 ligand aussi, sachant que le CD40 ligand est un marqueur d'activation des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T activés expriment le CD40 ligand et le CD25, qui est un récepteur pour l'interleukine 2. Et bien sûr, on a les molécules d'adhésion. Le troisième signal, les cytokines, surtout l'interleukine 2, qui a une action autocrine, c'est-à-dire sur la cellule sécrétrice elle-même, voilà, et paracrine, c'est-à-dire sur la cellule voisine, induisant la prolifération cellulaire, et on a d'autres cytokines en fonction du type de TH impliqué. En cas d'absence de signal, de second signal, c'est-à-dire en absence de costimulation, on n'a pas de transmission de signal activateur parce qu'un seul signal est insuffisant pour activer le lymphocyte T. Et dans ce cas, il y aura l'énergie de la cellule T et donc la cellule est inactive, comme le cas de la tolérance immunitaire, par exemple. Voilà, en fait, c'est un peu schématique. On a une cellule présentatrice d'antigène qui va présenter l'antigène au lymphocyte T auxiliaire qui va réfléchir, en fait. Voilà, c'est un peu schématique. D'accord. On va indiquer sur le schéma les principales cytokines impliquées dans la commutation de classe d'immunoglobulines. Donc, j'ai un lymphocyte B qui s'active. Il va se proliférer en présence de l'interleukine 2, 4 et 5. En présence de l'interféron gamma, la commutation de classe se fait vers les IgG2A et IgG3. En présence de TGF-bêta, la commutation de classe se fait vers IgA ou IgG2B. En présence de l'interleukine 4, on a la commutation vers IgE ou IgG1. Et en présence de l'interleukine 2 plus interleukine 4 plus interleukine 5, les trois ensemble, la commutation de classe se fait vers IgM. Les LB maintenant. Les LB produisent les anticorps. Quelles sont les classes d'immunoglobulines produites dans ces cas? Argumentez vos réponses. En cas d'antigène thymo-indépendant, en cas d'antigène thymodépendant, en cas d'aptène associé à une protéine porteuse, en cas d'antigène immunogène présent dans les sécrétions, en cas d'allergène ou parasite. Il faut savoir toujours la thymodépendance. C'est très important dans la commutation de classe. C'est-à-dire, si j'ai un antigène thymodépendant, on a la commutation de classe et on a différents types d'immunoglobulines. Si on n'a pas de la thymodépendance, on n'a pas de commutation de classe et pas de différentes classes d'immunoglobulines. C'est ça, en fait. Donc, en cas d'antigène thymo-indépendant, pas de coopération entre les LT et LB, pas de commutation de classe d'immunoglobulines, les LB produisent les IgM seulement. À l'inverse, en cas d'antigène thymodépendant, on a une coopération cellulaire entre les LT et les LB. On a la présence de commutation de classe d'immunoglobulines et bien sûr les différentes classes sont là, IgM ou IgG ou IgA ou IgE. Ça dépend bien sûr du type de l'antigène en cause et bien sûr les cytokines. En cas d'aptène, qui est un antigène faiblement non immunogène ayant un seul épitope et
Donc, on n'a pas de réponse anticorps spécifique, mais il est possible d'avoir des IgM naturels produits par les LB1 dans la réponse immunitaire innée, bien sûr. C'est possible. En cas d'aptène associé à une protéine porteuse, donc lorsque l'aptène est associé à une protéine porteuse ou à un adjuvant, il devient immunogène. Selon la spécificité, on a des anticorps anti-aptène, des anticorps anti-protéines porteuses et des anticorps combinés anti-aptène et anti-protéines porteuses. En cas d'antigène immunogène, mais qui est présent dans les sécrétions, les LB produisent les IgA, et en cas d'allergène ou parasite, les LB produisent des IgE. Citer les différences entre les lymphocytes B naïfs et les LB mémoire et déduire les caractéristiques de la réponse immunitaire primaire et la réponse immunitaire secondaire. Les LB naïfs expriment des IgM membranaires et des IgD, sont impliqués dans la réponse immunitaire primaire, ont une courte durée de vie, produisent des IgM au début de la réponse immunitaire primaire et IgG à la fin de la réponse qui est lente. Donc, la réponse immunitaire primaire est lente. Concernant les LB mémoire, ces LB expriment des IgG ou IgE ou IgA membranaires, sont impliqués dans la réponse immunitaire secondaire, ont une longue durée de vie et qui produisent des IgG ou IgA ou IgE, puisque l'immunoglobuline sécrétée est la copie de l'immunoglobuline membranaire. Et cette réponse secondaire, elle est plus rapide. Donc voilà la cinétique des anticorps au cours de la réponse primaire et au cours de la réponse secondaire. Donc à la fin, méfiez-vous de votre santé. Il faut faire attention au niveau de vos aliments et pour maintenir donc le système immunitaire fonctionnel. Et merci.